Écoutez, merci beaucoup d'être là. Je vais commencer la présentation. Donc, je suis là pour représenter le groupe Syneo. Je vais appuyer sur le bon bouton, ça va mieux aller. Voilà. Donc, je vais commencer par une très brève présentation de qui est Syneo avant de rentrer dans le vif du sujet et de la thématique de cette conférence. Donc, Syneo est une société spécialisée dans l'objet média qui regroupe l'objet publicitaire, les cadeaux d'affaires, les primes et les incentives. On a une centaine de passionnés dans l'entreprise, 8 pôles de spécialisation, 37 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1000 m² de showroom répartis sur Toulouse, Saint-Ouen-l'Aumône et Lieusaint. 3 sites de logistique, là encore à Toulouse, Saint-Ouen-l'Aumône et Lieusaint pour servir nos clients, et 12 sites au total en France. En plus ou moins 2010, on a ressenti qu'il y avait une demande très forte et très croissante des ETI et des grands groupes pour un acteur global dans l'objet de communication qui serait capable à la fois de mutualiser les achats, donc de générer des économies d'échelle pour nos clients, de respecter la charte graphique à travers le monde, de la faire respecter, de rationaliser la supply chain, de garantir le respect des engagements RSE. C'est en fait ce qui nous a amené cette analyse avec une quinzaine d'entreprises dont Syneo fait partie, à créer le groupe Prominate. Donc le groupe Prominate, comme vous le voyez sur ce slide, est présent dans un très grand nombre de pays à travers le monde. On couvre une centaine de pays à travers le monde, avec un grand nombre de centres logistiques. Je crois qu'on a 52 centres de logistique à travers le monde. À chaque fois que vous voyez un petit point rouge ici, ça vient pointer l'un des bureaux qui nous permet de servir nos clients et les entités de nos clients à travers le monde. Et vous voyez en dessous voilà, Siemens, Deloitte, Capgemini, Michelin, qui sont des clients avec lesquels on traite sur un réseau international. Alors la thématique de après ce préambule, la thématique de cette conférence, c'est Think Global, Act Local. Quel modèle d'achat d'objets médias pour les ETI et les grands groupes? En gros, il y a 3 grands modèles. Alors, bien évidemment, il y a des sous-modèles et des sous-sous-modèles et ainsi de suite, mais il y a grosso modo 3 grands modèles qui sont présentés. Et on va partir quand même d'un postulat. L'hypothèse, c'est qu'à date, dans le groupe de nos clients, prenons cette hypothèse-là, il n'y ait pas de stratégie globale d'achat d'objets médias qui a été établie. C'est très souvent le cas malgré tout. Et que malgré tout, il y a une décision de la direction marketing et communication de rationaliser ces investissements. Alors, le premier modèle est ce qu'on appelle le modèle centralisé. Alors, comme vous le voyez sur le petit schéma, tout est décidé au siège, monde. Tout est centralisé, toutes les décisions sont centralisées et les pays qui sont symbolisés ici par les petits satellites, les pays n'ont pas de pouvoir, pas de contrôle, tout est décidé et c'est du top-down total. Donc les avantages de ce modèle, par définition, il y a du contrôle budgétaire, du contrôle de l'image, contrôle supply chain, contrôle RSE. En revanche, les inconvénients de ce modèle, c'est qu'il y a du contrôle total. Et quand on déploie un contrat à travers le monde, le contrôle global, total du moins, est assez compliqué à faire passer au niveau des équipes à travers le monde. Donc c'est du top-down total, et ça passe pas toujours, c'est une question de culture, on va y revenir. Ça peut générer parfois, on l'a vu avec un certain nombre de clients avec lesquels on commençait à travailler et qui étaient dans ce mode opératoire-là avec un prestataire précédent, il y a des fois de la démotivation. En gros, c'est le siège qui décide tout pour moi, quelle est mon importance, quel est mon intérêt, quel est mon input. Donc il y a une certaine démotivation qui s'installe auprès des équipes. Et on constate aussi ce qu'on appelle l'évasion budgétaire. Alors, rien à voir avec l'évasion fiscale. L'évasion budgétaire, c'est je dois passer une commande de 1000 t-shirts. Je vois que sur la plateforme qui m'est donnée, ce n'est pas le t-shirt que j'aimerais, j'en aimerais un autre. Sauf que je n'ai pas le droit de commander normalement ailleurs que sur la plateforme. Donc, je vais demander à mon agence de com de me les facturer et de les faire passer sur un autre budget. C'est ce qu'on appelle de l'évasion budgétaire. C'est des budgets qui passent en dessous des radars. Et les équipes locales sont extrêmement fines et extrêmement malicieuses pour arriver à trouver les moyens de sortir du cadre quand il y a besoin. Mais malgré tout, certains y arrivent. Certains arrivent quand même à développer ce type de modèle, car vous connaissez peut-être cette expression, la culture mange la stratégie au petit-déj. Donc, quelles que soient les stratégies qu'on arrive à mettre en place, la culture de l'entreprise est toujours beaucoup plus forte. Et donc, si la culture de l'entreprise, c'est du top-down, elle prendra le pas sur la stratégie et elle mettra en place telle ou telle culture. Donc, grâce à des cultures qui sont très top-down déjà existantes, on a un certain nombre de clients qui arrivent à mettre en place ce modèle centralisé. Le type de partenaires qu'on arrive à avoir que vous pourriez trouver pour pouvoir répondre à vos attentes si vous décidiez de mettre en place ce modèle sont souvent des sociétés qui sont importantes dans le pays où leur siège est implanté. Donc imaginons que vous traitiez avec un fournisseur X d'achat d'objets de communication global. Assez souvent, pour répondre à ce modèle, les sociétés ont une taille importante dans le modèle d'origine,
Par contre, ce sont toujours de petites présences dans le reste du monde, donc dans chacun des pays dans lesquels elles mettent en avant une implantation. Cette implantation est en général une petite structure avec relativement peu de moyens et toujours rattachée au siège pour tout et n'importe quoi, ce qui forcément améliore pas le niveau de service apporté aux clients. Il y a ensuite le modèle décentralisé. Alors là, c'est l'inverse. Donc vous avez en effet le siège qui a très peu de pouvoir, qui a laissé en gros le pouvoir et la responsabilité à toutes ces entités à travers le monde, donc pays par pays. Les avantages de ce modèle sont simples, hein. Autonomie locale, évidemment, quasiment rien n'est décidé au siège, tout est laissé en autonomie aux filiales. Créativité locale, donc là forcément dans chacune des entités à travers le monde, clairement on a une créativité qui est déployée par les équipes locales. Forcément, ça vient refléter énormément la culture du pays ou de la zone concernée. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a aussi une créativité locale. Donc, pour ne citer que cet exemple, une grosse marque d'habillement à travers le monde avait le souhait de mettre en place cette organisation mondiale et de nous sous-traiter la gestion de leurs objets de communication à travers le monde, parce qu'ils étaient sur un mode décentralisé, ce qui veut dire que dans certaines régions du monde que je ne citerai pas, il y avait une très grande créativité locale sur les collections textiles qu'ils mettaient en place, mais il y avait aussi une très grande créativité sur l'utilisation de la charte graphique. Et ça, la direction marketing communication, en général, n'aime pas trop ça. Elle n'est pas trop fan de ce genre de choses-là. Et donc, ils ont dit non, maintenant, il faut qu'on passe par un seul et unique acteur à travers le monde qui vient rationaliser ces choses-là et qui a des relais locaux pour le faire implémenter. Là, dans les inconvénients du modèle décentralisé, il y a aussi le fait que la supply chain, pas top, parce que la priorité, clairement, des acteurs à travers le monde, lorsqu'ils travaillent localement dans certains pays, n'est pas la RSE, clairement, n'est pas la supply chain. Donc que ce soit la supply chain ou les engagements RSE, ils sont rarement le reflet des engagements du siège pour être déployés dans les pays concernés. Là aussi, l'inconvénient, maîtrise budgétaire, pas top non plus, parce que comme je le disais avec l'évasion budgétaire tout à l'heure, les équipes locales trouvent toujours le moyen d'arriver à passer leur budget à droite ou à gauche, donc il y a clairement très peu de contrôle budgétaire. Et maîtrise de l'image, encore moins, parce que le choix des objets est souvent fait localement et il n'est pas toujours en lien direct avec l'image du groupe. Là encore, dernier point, le reporting. Comme il y a un très grand nombre d'acteurs à travers le monde qui travaillent avec chacun des pays, il n'y a jamais de reporting centralisé, donc on n'arrive pas à savoir, nos clients n'arrivent pas à savoir qui commande quoi, quand, comment et combien à travers le monde. Mais certains y arrivent, car dans certaines sociétés, ça ne représente pas de gros enjeux ni financiers, ni d'image, ni RSE au niveau de l'objet de communication, même si je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ces enjeux financiers, image et RSE, en tout cas les deux derniers, image et RSE, sont de plus en plus importants pour les groupes avec lesquels on travaille, et du coup, ça devient de plus en plus des sujets, donc ce modèle est de moins en moins utilisé et mis en place. Le profil des partenaires, des sociétés partenaires que vous êtes susceptibles de trouver si vous souhaitez déployer ce modèle, c'est des sociétés de taille, d'ancienneté, de valeur ajoutée ou de niveau de professionnalisme qui sont très différents par pays et par zone. Tout le monde ne travaille pas avec les meilleurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, les meilleurs prestataires dans chaque pays. Et de fait, on a des niveaux de prestations qui sont très différents. Le modèle hybride, le troisième, qui est évidemment, vous le voyez avec les deux logos que j'ai positionnés ici, celui que l'on recommande et qu'on implémente pour nos clients. Donc pour reprendre l'iconographie que j'avais utilisée précédemment, dans le modèle hybride, vous avez des décisions qui sont prises par le siège et vous avez des décisions qui sont prises par pays. Donc c'est vraiment un mode hybride de partage des responsabilités et des implémentations. Donc là, dans ce cadre-là, par exemple, pour revenir sur la carte d'origine, pour ce qui est de Prominate, le siège de Prominate est basé en Angleterre. Il y a une vingtaine de personnes qui sont au siège au service de nos clients et des contrats que l'on déploie et qui sont en lien avec la direction des achats monde de nos clients, quel que soit le lieu géographique de cette direction des achats monde. Et il y a un licencié exclusif par pays qui est systématiquement dans le top 5 ou top 10 des sociétés du pays. Donc pour nous reprendre l'exemple de Cinéo par exemple, on est considéré comme le leader français sur l'objet de communication aujourd'hui. Il y a 1500 sociétés en France qui commercialisent de l'objet de communication, de l'objet média. Si ce n'est pas nous systématiquement, si ce n'est pas le premier systématiquement, c'est toujours l'une des 5 à 10 plus importantes sociétés du pays qui est le licencié du groupe Prominate. Donc pour revenir là encore sur le même modèle, les avantages, stratégie globale et autonomie locale cadrée. Et clairement, c'est ça qui est important pour nos clients, c'est qu'il y ait une autonomie locale
qui est cadré, qui est encadré, où on délimite les responsabilités de chacun, mais où au niveau du siège, on a aussi donné des instructions et donné des directives et posé un cadre sur l'utilisation de la charte graphique, engagement RSE et ainsi de suite. C'est là qu'on génère des économies maximales, puisque quand on a une stratégie globale qui est mise en place, cette stratégie, elle vient s'articuler par zone géographique et par pays, et c'est là qu'on arrive à identifier les points de convergence d'achat et qui nous permettent de mettre en place un certain nombre de solutions. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc j'ai des économies maximales globales, régionales et locales. C'est là qu'on arrive à faire déployer aussi la RSE et la supply chain, puisqu'on a un acteur local important qui maîtrise ces sujets de RSE et de supply chain. Ce n'est pas le cas de tout le monde encore aujourd'hui. Et pareil pour la RSE. Le contrôle de l'image. Là encore, on a des acteurs locaux qui ont systématiquement une équipe de graphistes et qui maîtrisent l'utilisation d'une charte graphique sur un objet. Et donc ça, c'est là encore un élément et un avantage très important. Et le partage des meilleures pratiques, qui est un atout très fort, parce que dans le cadre de ce type de contrat, on peut constater régulièrement que dans tel ou tel pays, la pratique d'utilisation de l'objet de communication n'est pas la même, et que de fait, le fait de faire partager aux uns et aux autres les meilleures pratiques au sein du groupe a des vertus très importantes. Reporting personnalisé, j'avais oublié le dernier, reporting centralisé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le groupe Siemens nous a accordé son exclusivité il y a maintenant une quinzaine d'années. Ça a été le premier client de notre groupe Prominate. Siemens est venu nous voir en nous disant en fait, on ne sait pas au sein même de Siemens, à travers le monde, qui dépense quoi, quand, comment, combien en objets publicitaires. On n'en a aucune idée. Donc du coup, on veut passer par un seul et unique partenaire exclusif à travers le monde, sur différents formats. Et grâce au reporting qu'on est en capacité de leur fournir sur l'activité monde d'achat d'objets de communication au sein de son groupe, ils ont la connaissance de l'information. Et on sait que c'est uniquement la connaissance de l'information qui permet au final de mettre en place des améliorations et des actions correctives selon les dépenses et les stratégies d'amélioration. Quelles sont les conditions de ce modèle de mise en place et de succès de ce modèle hybride? La première, c'est d'avoir un support du top management. Ça ne veut pas dire du top-down, ça veut dire un support. C'est-à-dire que la direction générale du groupe doit être en capacité de dire c'est la direction que l'on prend et voilà pourquoi on la prend et voilà pourquoi le groupe va aller dans cette direction et merci de nous accompagner et le dire suffisamment souvent pour que ce soit vraiment bien compris. Il faut aussi une implication des régions en amont. C'est très important d'impliquer les différents contacts qu'il peut y avoir locaux et régionaux à travers le monde pour faire en sorte que chacun d'entre eux sache là aussi la direction qui est prise et vienne soutenir les efforts de rationalisation qui seront mis en place. Un accompagnement local lors du déploiement. Là, en effet, lorsque, à travers le monde, on va déployer un contrat, c'est important qu'il y ait des équipes qui, de Prominate, du client et du lead service partner Syneo, quand c'est le cas, viennent physiquement accompagner le déploiement, rencontrer les équipes. Voilà, il y a beaucoup d'humains. On dit business is business, moi j'y crois pas. Humain is humain, oui, mais pas business is business. Tout se fait par l'humain et le fait de faire monter à bord les équipes est un élément absolument indispensable. Et le dernier point, il faut de la patience. Parce qu'il y a des acteurs qui... on a déployé par exemple un très gros contrat il y a quelques années en France. Les acteurs, les contacts que l'on avait auprès de ces filiales françaises traitaient au quotidien avec d'autres concurrents, avec d'autres confrères que nous. Et du jour au lendemain, on leur a dit, là maintenant, ce serait bien de partir dans cette direction-là avec ce partenaire, voilà les intérêts. Il y en a qui ont dit oui, génial dès le début, et puis il y en a d'autres qui se sont rentrés en résistance, qui ont dit non, nous on veut pas, on veut pas, on veut pas. Il y a eu des situations qui sont parfois un peu tendues, donc il faut être patient, il ne faut pas brusquer, il faut expliquer, il faut accompagner, il faut faire un certain nombre de choses pour faire en sorte que les contrats puissent se déployer de façon, là encore, humaine et compréhensible pour toutes les équipes. Là, pour le coup, tous y parviennent. Chaque fois que ce modèle est déployé, on n'a pas un seul cas d'échec. À chaque fois que ce modèle est déployé, tous y parviennent à leur rythme. Parfois, c'est 6 mois, 1 an et demi avant que vraiment le contrat se déploie, à leur rythme. Car en effet, on offre, grâce à cette solution, en gros le meilleur des deux mondes entre un pilotage global et une autonomie locale cadrée. En pratique, comment est-ce qu'on donne vie à ce type de contrat? Il y a grosso modo dans notre secteur d'activité 2 grands ensembles. La partie, on va dire, automatisée et avec un lien IT, de plateforme IT très forte, qui se manifeste par notamment une boutique en ligne. Donc c'est clairement un Amazon personnalisé au nom de nos clients dans lequel on va positionner un certain nombre de produits en stock ou pas, pré-personnalisés au logo de nos clients et qu'on va expédier au fur et à mesure des commandes qui sont passées sur la plateforme.
Le groupement d'achat, qui lui permet, par exemple, sur une opération ponctuelle de cadeaux de fin d'année, par exemple, le groupement d'achat va permettre de grouper, comme son nom l'indique, des achats. C'est un peu comme du groupon, mais intra-société. Donc, on peut proposer ce type de solution avec du groupement d'achat réellement intégré à une structure. Et pour un cadeau de fin d'année, arriver à recueillir, région par région, les intentions d'achat et même les actes d'achat des équipes locales présentes dans la région. Donc le bénéfice du groupement d'achat, c'est qu'une fois que la phase du temps imparti est clôturée, tout le monde bénéficie du prix correspondant à la quantité totale cumulée. Donc que j'ai acheté 50 casquettes ou 500 casquettes, je bénéficie du prix correspondant à la quantité de 50 000 qui a été cumulée par toute ma région. Et le dernier, c'est le print on demand. Là, c'est quand les clients ne veulent pas de stock et veulent avoir une offre régulière tout au long de l'année. Le print on demand offre une gestion beaucoup plus dynamique des achats, puisqu'on peut, comme on n'a pas de stock, on peut renouveler les produits régulièrement. Par contre, donc c'est une offre où les produits sont quand même présentés, sauf qu'on a réalisé déjà les bons à tirer en amont, on a déjà tout calibré et en gros, print on demand, on appuie sur le bouton, dès que le client passe la commande, ça part automatiquement en production et on lance la production immédiatement. Donc ces trois solutions sont des solutions. Il y en a d'autres, mais j'ai résumé ici les trois principales. Ce sont des solutions qui vraiment sont totalement informatisées et on a une très grosse équipe informatique dans l'entreprise pour les mettre en place et les déployer. Mais à chaque fois qu'on déploie un contrat international, une partie du budget passe sur des solutions automatisées qui viennent générer de l'économie d'échelle, puisque pour reprendre la boutique en ligne, je ne vais pas avoir 50 ou 100 casquettes, je vais avoir 50 000 ou 100 000 casquettes que j'aurai achetées d'un coup. Donc forcément, j'ai un prix extrêmement compétitif et quand quelqu'un vient en acheter 10, 20, 30, 50 au sein de la plateforme, il bénéficie déjà d'un prix d'achat extrêmement pertinent à la base. Donc on est vraiment sur des solutions qui génèrent de l'économie d'échelle très forte. De l'autre côté, on a systématiquement aussi des besoins hors catalogue. Ben là, j'ai une manifestation, j'ai un événement, j'ai un anniversaire, j'ai une thématique particulière qui n'aurait pas d'intérêt à être intégrée dans une offre annuelle en permanence disponible. Et du coup, on a une autre partie qui est le hors boutique, où là, les équipes de Prominate à travers le monde, donc demain, quelqu'un, Siemens pour reprendre cet exemple-là, Siemens à Singapour veut échanger pour un salon et elle veut avoir pour une thématique particulière des objets vraiment reflétant la thématique de son salon. On va le mettre en contact avec notre Prominate local à Singapour qui aura la capacité, connaissant la culture, connaissant tout du pays et de sa culture et des objets, de lui recommander en hors boutique. Voilà, boutique et hors boutique, on lui commandait en hors boutique, en one shot, des objets correspondant à son besoin. Voilà quelques-unes des références avec lesquelles on travaille, majoritairement Europe et pour certaines le monde. Michelin, on est sous contrat exclusif monde, Capgemini Europe et Kubota pareil, donc voilà, Siemens monde. Donc voilà un certain nombre de clients avec lesquels on travaille. Je vais finir sur une note positive avec un petit cocorico et voilà, ça fait du bien quand ça arrive. Le cabinet Beroe, qui est un cabinet d'études sectorielles, qui est un très gros cabinet international d'études sectorielles, a effectué une étude de marché sur notre secteur d'activité, donc en consultant un très grand nombre d'acteurs de notre secteur d'activité, d'acteurs internationaux systématiquement, et a élu Prominate comme le meilleur fournisseur global pour les achats d'objets médias. Et clairement, c'est la dimension globale, locale, qui a joué en notre faveur sur cette évaluation. Un très grand merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Pas de questions? Non? Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre écoute. Ah, une question. Oui. Deux FPCO, c'est ça? Oui. Alors c'est une très très bonne question. Est-ce que le terme objet média est ancré? On fait tout pour que ce soit le cas. Voilà. Historiquement, c'est plutôt le mot goodies qui est utilisé. Objet publicitaire il y a quelques années, aujourd'hui un peu plus goodies. Sauf que goodies est pour beaucoup de personnes synonyme d'objets pas chers et cheap et qui ne seront pas forcément gardés et pas d'utilisation pérenne de la part du client. Et donc on tend à faire disparaître ce mot goodies qui n'a plus réellement de sens, surtout post-Covid, qui n'a plus du tout de sens pour beaucoup de nos clients. Pour certains clients, j'entends même dire c'est un gros mot maintenant, le goodies en interne. Donc goodies disparaît et à l'inverse, on prend objet média.
Objet média, pourquoi? Parce que objet évidemment, et média, parce qu'on rappelle via cette expression qu'on est un média à part entière, avec des taux de mémorisation qui sont phénoménaux, puisqu'il y a une étude indépendante qui a été faite par l'Université de Toulouse et qui montre que l'objet média peut générer jusqu'à 77% de taux de mémorisation du message qui est imprimé ou du logo qui est imprimé sur l'objet, versus moins de 15% pour la presse, l'affichage, la radio, la télé, Internet, classiquement considérés comme des médias. Donc on a de très grandes forces. On ne remplacera jamais un spot TV un soir de finale de Coupe du Monde. D'accord, toucher 1 milliard de personnes d'un coup avec notre média, ça ne va pas le faire. Mais par contre, on a d'autres forces et d'utiliser dans d'autres cadres. On a des ratios de ROI qui sont largement supérieurs, notamment le ROI de mémorisation. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Est-ce que dans le terme objet média, on inclut les emballages personnalisés? Tout à fait. Alors, la destination n'est pas forcément la même. J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une zone grise au milieu. Il y a en effet les emballages classiques. Vous allez dans un magasin, vous achetez une paire de chaussures, vous avez la boîte de chaussures. C'est un emballage. Et là, pour le coup, ce n'est pas notre métier. Il y a des gens qui font ça très bien, des cartonniers qui font ça très bien. Et à l'inverse, il y a des objets, par contre, il y a des emballages qui sont des objets eux-mêmes. Il y a quelques années, pour le groupe Obaibi Okaidi, vous savez, le groupe de vêtements pour enfants, ils sont venus nous voir en nous disant on aimerait faire produire un emballage cadeau pour Noël qui est la forme d'une pomme pote, avec le petit capuchon et ainsi de suite. Là, c'est un emballage, d'accord, clairement, sauf que les fournisseurs classiques d'emballage étaient incapables de produire. Donc, comme on est un petit peu des géo-trouve-tout dans notre secteur d'activité, parce qu'on couvre un champ de produits extrêmement large, du coup, on a sourcé ce produit-là, on l'a fait fabriquer et on a pu leur permettre d'offrir ce cadeau, enfin offrir et vendre d'ailleurs cet emballage cadeau. Donc, c'était vraiment une très grosse pomme-pote, on va dire. Il y en avait 3 tailles, mais une très grosse pomme-pote avec le bouchon, avec toutes les normes qu'il y a avec, parce que du coup, c'est offert à des enfants de moins de 3 ans qui sont susceptibles de jouer avec. Donc, moins de 3 ans, jouer. On l'a dit, il faut un EN 71, donc une certification jouet, comme si on traitait un jouet classique en fait, alors que c'est à la base qu'un emballage, mais on conçoit quand même quelque chose pour que les enfants jouent avec, donc il faut être honnête, à la fin ça devient un jouet. Donc ça a nécessité un travail de recherche et développement et de certification absolument colossal, mais on a pu livrer à notre client et traiter cette dimension emballage. Donc ça c'est vraiment l'exemple extrême où l'emballage est carrément le produit. Après, pour un grand nombre de clients, notamment dernièrement, je crois pour Grand Optical, on a fait, quand vous allez chez Grand Optical et que vous prenez une paire de lunettes, ils vous la livrent dans une boîte qui est, on va dire, semi-aimantée. Voilà, et ça, c'est une fabrication qu'on a fait faire en Turquie. Et là, on était un des rares à pouvoir produire aussi, parce qu'il y a un sourcing très spécifique pour pouvoir produire ce type de choses. Donc oui, l'emballage, pour répondre à votre question, fait aussi partie du périmètre qu'on couvre. Oui. Oui. Alors, quelle est la part de la prime et de l'incentive chez nos clients? C'est très variable. Ça va de 0, parce qu'on a un certain nombre de clients qui n'en font pas du tout. Ça ne fait pas partie de leur configuration, de leur secteur d'activité ou des habitudes commerciales du marché, jusqu'à quasiment 100%. Ou 90% ou plus, quand vous prenez une société comme Lacoste par exemple, en fin d'année, quand vous allez dans les supermarchés, vous avez la trousse de toilette Lacoste avec le parfum et la ceinture ou que sais-je. Voilà. Bon, ça c'est de la prime, clairement, de l'in-pack ou de l'on-pack selon la configuration. Et Lacoste le sait, à chaque fois qu'ils mettent en place ce type d'opération, ils font exploser les ventes. Donc clairement, l'incentive ou la prime sont des gros marchés, mais pour un segment très réduit de notre secteur d'activité. Il y a assez peu d'hybrides, c'est presque tout ou rien ou presque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Écoutez, il me reste à vous remercier infiniment.